J'ai eu un garçon sur le tard, vers 38 ans, et je me suis aperçue qu'en fait, si je l'avais eu à 20 ans, je ne l'aurais pas du tout élevé comme je l'ai élevé. C'est-à-dire qu'à 38 ans, j'avais compris beaucoup de choses. J'ai réalisé que l'école n'était pas du tout adaptée aux enfants. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de ne pas mettre mon enfant à l'école. Et par chance, j'ai été soutenue par ma belle-mère et mon mari. Donc je pensais avoir beaucoup de difficultés, mais en fait, ça s'est très bien fait. Donc j'ai dû quitter mon travail parce que pour ça, il faut quand même qu'un des parents soit à la maison. Donc j'ai dû quitter mon travail euh, qui était dans l'administratif, dans une grande boîte. Bon, et donc j'ai pu me consacrer complètement à l'éducation de mon fils. Bon, d'abord, ce qui m'a motivée, c'est que un an avant d'accoucher, j'avais complètement découvert un autre mode d'alimentation, un mode d'alimentation très naturel. J'avais redécouvert la façon de s'alimenter originelle, naturelle. Et ça a été comme un fil de détricotage. J'ai tiré sur le fil et tout l'édifice conventionnel s'est écroulé. Euh, et j'ai remis en question par la même occasion la médecine, l'éducation, l'école évidemment, enfin tout l'édifice de notre très belle civilisation dont nous sommes si fiers. Et je me suis aperçue qu'en fait, il n'y avait pas du tout de quoi en être fier de cette civilisation qui est destructrice de la nature et de notre cadre environnemental, quoi. Donc, entre autres, j'avais remis l'école en question. D'ailleurs, j'avais un très mauvais souvenir de l'école. C'était les devoirs, c'était pour moi un souci, parce que j'étais quand même très consciencieuse, alors je tenais à faire mes devoirs très bien, mais pour moi c'était le fardeau de mon enfance, c'était les devoirs. Donc je ne voulais pas que mon fils porte ce fardeau. Et je me suis dit, bon, bah, il n'ira pas à l'école. Et surtout, il y a un livre qui m'a beaucoup inspiré, c'est Libre aux enfants de Summerhill, d'un Anglais, d'un instituteur, écrit par un instituteur, qui, lui, s'est aperçu qu'en fait, on assénait à l'enfant des connaissances qu'il ne demande pas. Et qu'en fait, ce qu'il faut, c'est répondre aux questions de l'enfant et ne pas s'inquiéter sur l'apprentissage, parce qu'en fait, l'enfant ne demande qu'à apprendre et il est très curieux de lui-même, de par sa nature. Donc, si on ne l'empêche pas, si on ne lui dit pas tais-toi, si on ne l'empêche pas de poser des questions, il posera des questions sur tous les sujets. Et alors, à ce moment-là, il suffit de répondre. Et comme c'est lui qui a posé la question, eh ben, on n'a pas besoin de s'étendre dans un enseignement ex cathedra, il comprend tout de suite. Et en fait, c'est très agréable d'apprendre comme ça à son enfant. Ça veut dire que la façon de t'alimenter qui était naturelle, tu l'as reproduit dans la façon d'accompagner ton enfant. Exactement. Je me suis dit, bon, bah, si le fait de changer mon alimentation, et c'est comme ça que je me suis aperçue que c'était une base très importante. Tu peux dire quelques mots sur ta façon de t'alimenter? Oui, en fait, donc j'ai découvert que nous alimentions de façon totalement erronée, c'est que notre système génétique n'était pas du tout équipé pour notre base d'alimentation principale, qui sont les céréales et les laitages. Et donc j'ai supprimé les céréales et les laitages, et je me suis aperçue que, comme évidemment, pourquoi on mange des céréales? Parce que les céréales, c'est du sucre. Et notre alimentation, notre carburant de base, c'est le sucre. Mais le sucre, on le trouve dans les fruits. Et si on mange des fruits, on n'a pas besoin de manger de céréales. Évidemment, il faut manger beaucoup plus de fruits, pas une orange comme dessert, comme on fait. Non, il faut faire un repas de fruits solide et consistant.
Et avec ça, on est nourri. Et le soir, bien sûr, on a aussi besoin de protéines. Donc le soir, soit je mange ou des oléagineux, des noix, noisettes, amandes. Je mange aussi beaucoup d'avocats parce qu'on a besoin de gras naturels. Et de temps en temps de la viande séchée, de temps en temps des œufs et de temps en temps un peu de poisson séché. Mais assez rarement. C'est surtout les avocats, les oléagineux et les légumes. Les légumes crus, bien sûr, c'est très important. Donc je me suis aperçue qu'on pouvait très bien subsister en se nourrissant comme ça, que sans cuisine, tout est cru, bien sûr. Parce que la cuisson détériore les aliments. Que en fait la cuisson et l'agriculture ont été introduits dans l'histoire humaine il y a 10 000 ans et que le système génétique humain s'est formé sur des millions d'années. Donc 10 000 ans, qu'est-ce que c'est? On n'a pas eu le temps de s'adapter à l'alimentation cuite, à la cuisson des aliments, ni aux céréales. Les céréales et les laitages ont été introduits par l'homme. Un animal sauvage ne va plus prendre de laitage après son sevrage. Il n'y a que l'homme qui fait ça. Ou même les céréales ne se trouvent pas dans la nature, ou en très petite quantité. Et puis s'il y en a, ce sont les herbivores qui les mangent. Ce ne sont pas les hommes, les humains. Donc en 10 000 ans, sur des millions d'années, l'homme n'a pas eu le temps de s'adapter à tout ce qu'il a introduit dans son alimentation. Et cette idée m'a paru très logique et intelligente. Donc je l'ai adoptée et du coup je me suis portée beaucoup mieux. Et surtout avec cette alimentation, non seulement physiquement j'étais mieux, mais je n'avais plus de petits vélos dans la tête. Cette espèce d'angoisse tout le temps, mes ressassements étaient terminés. Donc j'étais beaucoup plus calme, j'arrivais à écouter beaucoup mieux ce qu'on me disait. Et ce calme que j'ai acquis avec cette alimentation est finalement très, très agréable. On se relaxe naturellement. Quand j'ai été enceinte, je me suis dit, mais je vais m'occuper de mon enfant de manière naturelle. D'abord, je vais l'allaiter, et le plus longtemps possible, autant de fois qu'il me demandera, le plus longtemps possible. Et je l'élèverai moi-même avec la compagnie d'autres enfants si j'en... Ça, c'était pas le plus facile, mais bon. Et je ne le mettrai sûrement pas à l'école parce que l'école développe la peur de l'adulte, la crainte de l'adulte. L'adulte, c'est monsieur, je sais tout, je suis supérieur à toi. Et l'enfant, c'est le petit rien du tout qu'on méprise. Donc l'enfant, non, c'est... D'abord, on a beaucoup à apprendre d'un enfant. Et l'enfant n'a pas à avoir peur de l'adulte. Donc, c'est ce qu'on nous inculque à l'école. L'adulte tout puissant. Donc, dans ma famille, on vous voyait mes parents. Donc, je me suis dit, Samuel me tutoiera. Il m'appellera maman, parce que maman, je trouve ça mignon. C'est pas supérieur. Pour moi, ce n'est papa, maman, c'est plutôt affectueux. Ce ne sont pas des titres pour moi, ce sont des termes affectueux. Mais le vouvoiement des parents, pour moi, c'est encore mettre l'adulte sur un piédestal. Donc, moi qui vouvoyais mes parents, mon fils me tutoie. J'ai cassé la tradition familiale et j'ai décidé de ne pas le mettre à l'école, surtout pas à la maternelle, ni à l'école classique. Concrètement, je me suis contentée de répondre à ces questions, tout simplement. Et puis quelquefois, j'avais une pression quand même autour de moi. Même si mon mari et ma belle-mère étaient d'accord, mes sœurs n'étaient pas d'accord, me mettaient la pression. Mes voisins, mes amis me mettaient la pression, mais qu'est-ce qu'il va faire plus tard? Donc il a fallu quand même que j'ai un peu de volonté pour tenir bon.
je me disais donc quelquefois, il faudrait que j'achète une méthode, qu'on s'assoie quand même à une table et que je fasse les choses un peu scolairement. Et bon, alors avec ces scrupules, bon, j'avais acheté un livre avec une méthode, je crois la méthode de, bon, je ne me rappelle plus laquelle même, pour lui apprendre à lire. Et dès qu'on s'asseyait à une table, il se mettait à trépigner, à hurler. Il ne supportait pas de s'asseoir à une table et d'être immobile. Donc je me suis dit, non, c'est pas ça. Puis moi, même une méthode, ça m'ennuyait. Pour moi, c'était une corvée, la méthode, ça me rappelait l'école. Donc on se promenait, on était un peu comme Socrate avec ses disciples. Euh, on se promenait, par exemple, quand j'allais faire les courses dans la rue, il me disait, maman, comme il adorait la mécanique, maman, comment ça c'est, qu'est-ce que c'est que cette marque de voiture là, lis-moi toutes les marques de voitures qu'on voit, moi je voudrais savoir. Et puis, donc je lui lisais, je lui traduisais ce que je lisais, les enseignes. Dans la nature, je lui apprenais comment les sauterelles, les fourmis, enfin tous les animaux qu'on voyait. Et bon, il n'arrivait pas quand même, ça se déclenchait pas. Puis son cousin, qui avait le même âge, commençait à savoir lire. Alors, parce que dans la méthode Steiner, je ne sais pas si vous connaissez Steiner, mais on dit qu'il faut apprendre à lire à l'enfant le plus tard possible pour que ça. Parce que apprendre à lire, c'est trop tôt, c'est hypertrophier les fonctions intellectuelles au détriment des autres, de l'intuition. Donc j'avais l'intention de lui apprendre à lire vers 10 ans, enfin d'aller tranquillement, sans me presser. Mais comme son cousin à 7 ans savait lire, et que je commençais à avoir la pression, comment il ne sait pas lire, alors je me suis dit quand même, il faut que peut-être que je fasse quelque chose. Et j'ai découvert qu'en épelant les mots sur les voitures, toujours sur du concret, du pratique et en promenade, sur une façon de jouer, quoi. Alors par exemple, j'éplais Volvo, tu vois, ça c'est un V, ça c'est un O, un L, et à partir du moment où j'ai éplé les mots, il a su lire, mais en un mois, il savait lire. J'étais même époustouflée. Et du coup, je me suis dit, mais il sait lire trop tôt, parce que je ne voulais pas qu'il sache lire si tôt. Mais il avait 7 ans à peu près. Parce que dès qu'il a su lire, il s'est plongé dans les bandes dessinées. Alors j'ai dû racheter les Tintins, il s'est passionné pour Tintin. Alors les bandes dessinées, comme Tintin, qui sont très claires, on appelle ça la ligne claire, les bandes dessinées de Tintin. Et il a perfectionné sa lecture avec Tintin. Alors évidemment, je fais de la réclame pour Tintin, mais ça lui a beaucoup servi pour apprendre à lire. Mais je me suis aperçue qu'à partir du moment où il savait lire, il avait tendance à vivre dans un autre monde, le monde de la lecture. Et c'est en ça que je me suis aperçue que c'était un peu pernicieux de savoir lire trop tôt. Parce que quand même, il ne faut pas perdre le sens des réalités. Mais enfin, bon, comme ça, il pouvait répondre. Il était à l'égalité de son cousin et on ne pouvait rien me reprocher. C'était surtout ça, parce que la pression, les gens autour de moi avaient peur. Enfin, qu'est-ce qu'il fera plus tard? Alors moi, exaspérée, je répondais, il sera un grand assassin plus tard. Et en fait, il est devenu ingénieur en informatique, il est paisible et il est toujours de bonne humeur. Enfin, on sent que c'est un être humain qui a été bien arrosé, comme une plante bien arrosée, qui a reçu de l'amour. Il a eu sa mère pour lui tout seul tant qu'il voulait. Et alors que la plupart des êtres humains, quand on fait du développement personnel et qu'on s'aperçoit qu'en groupe, les gens se dévoilent un peu dans ces groupes de développement personnel et on s'aperçoit, il y en a beaucoup qui disent non, mes parents ne se sont pas occupés de moi, mon père était toujours absent,
Ma mère travaillait, donc ça crée des lacunes affectives dans, dans la constitution psychologique humaine. Et il m'a semblé, d'ailleurs mon fils s'appelle Samuel, que Samuel, bon, j'ai sûrement fait des erreurs, hein, j'ai même fait quelques erreurs, mais qu'il avait une confiance en lui que donne justement cet amour, cet arrosage d'amour qu'on donne à un enfant au lieu d'aller travailler, de partir à droite, à gauche, en laissant l'enfant à quelqu'un d'autre, comme font la plupart des gens maintenant. Et c'est déplorable, ça fait beaucoup de dégâts. Alors, les mathématiques, mon mari et moi sommes nuls en mathématiques. Alors, quelquefois, je m'inquiétais un peu, je me disais comment lui apprendre les mathématiques. Et en fait, nous, notre force, c'est la littérature, plus le côté psychologique, enfin, nous sommes des littéraires. Et donc, alors c'est drôle, la psychologie quand même. Il s'est dit, moi, je me suis aperçu que mon fils s'était dit, bon, bah, du côté littéraire, c'est bouché avec mes parents, ils savent tout sur tout. Donc, j'ai réalisé après qu'il avait fait ce raisonnement. Donc, eh ben, moi, comme ils sont nuls en maths, en fait, sans le vouloir, on lui a laissé une place libre en maths. On l'a pas asséné de nos connaissances en maths. Et du coup, il est devenu excellent en maths, tout seul, c'est-à-dire tout seul. Je m'entends, on lui a fourni les livres qu'il voulait. On lui avait pris un abonnement à la bibliothèque, et à partir de 10 ans, il allait à la bibliothèque quand il voulait, et il trouvait tous les livres de maths qu'il voulait. Donc il s'est instruit lui-même en maths, et il se sentait libre en maths. Parce qu'en fait, nous n'y connaissions rien. Donc ça a eu un effet inverse de ce que je croyais. C'est que je me disais, bon, comment lui apprendre les maths? Mais en fait, non. Il s'est engouffré dans cette brèche des maths. Et du coup, il est devenu ingénieur après. Mais, et en écriture, alors en écriture, il a fallu quand même se mettre à une table et lui montrer un peu comment on faisait les lettres. Alors on lui avait fourni de grandes feuilles de papier blanche, comme ça il pouvait griffonner tout ce qu'il voulait par terre quand il était encore enfant. Donc il se vautrait dans les grandes feuilles blanches, il dessinait tout ce qu'il voulait. Et mon mari, qui est assez bon en dessin, lui a appris les entrelacs pour lui assouplir la main. Alors ça l'amusait beaucoup, les entrelacs. Et on lui a quand même fait faire des pages d'écriture sur une table, hein. Malgré tout, c'était un petit peu la corvée, mais il a fallu quand même là. Mais il s'y est mis très vite à l'écriture. On n'a pas eu beaucoup de mal. En fait, un enfant, c'est intelligent, ça ne demande qu'à apprendre. Si on ne bloque pas cette demande, ça prend très vite. Alors, qu'est-ce qu'il écrivait? Qu'est-ce qu'il écrivait? Ah, bah tout. Il écrivait, il recopiait, je crois qu'il faisait il recopiait des pages, il réécrivait des Tintins, des choses comme ça, ce qui l'amusait. Il n'y avait pas d'obligation. Et pour le calcul, je suis appris à calculer avec des noisettes. C'est très amusant en fait d'enseigner comme ça. Des noisettes, des noix, et puis le boulier chinois aussi. Et donc ça l'amusait beaucoup, le boulier chinois. Quand il était petit, jusqu'à 10 ans, jusqu'à 10 ans à peu près, progressivement, je passais beaucoup de temps avec lui. J'étais vraiment disponible. Et mon mari, bon, beaucoup moins parce qu'il a son travail, il avait son travail. Mais on était disponibles dans l'ensemble. Alors la seule difficulté, alors ça c'est, j'avoue, là, il y avait une difficulté, c'était la vie sociale. Parce qu'en fait, toute la vie sociale est pompée par l'école. Tous les enfants sont à l'école. Alors pour rencontrer d'autres enfants, c'était assez difficile. Donc je faisais partie d'une association qui s'appelle Les Enfants d'abord, qui ne mettent pas leurs enfants à l'école.
Alors, le titre Les enfants d'abord, c'est tiré d'un livre de Christiane Rochefort qui raconte son enfance. C'est un livre formidable où l'enfant est libre. Enfin, bon. Donc, les enfants d'abord. Donc, je faisais des kilomètres pour rencontrer d'autres enfants qui n'allaient pas à l'école. Donc, là, il avait une vie sociale, mais pour ça, il fallait qu'on fasse des kilomètres, et donc c'était pas tous les jours. Et donc à la maison, il était un peu seul. Bon, on faisait venir le cousin, on se débrouillait. Ou j'allais au jardin public. Mais c'est vrai que, bon, de ce côté-là, il y avait un petit peu. Mais je ne sais pas par quelle alchimie ça s'est fait, mais en tout cas, il est très sociable. Il a des amis partout, il est beaucoup plus sociable que moi qui suis allée à l'école et qui ai écouté Ours d'ailleurs à cause de ça, parce que j'étais saoulée par l'école. Mais lui est très sociable, il est ouvert, il est... Donc je me suis dit, bon, finalement, d'être seul chez lui, seul enfant unique, ça lui a pas trop nui. Alors lui, il mangeait cru. Alors c'est très agréable d'élever un enfant dans le cru. Je posais toutes les légumes, les fruits, tout était sur la table. Et il allait se servir quand il voulait. Il n'y avait pas d'heure de repas. Alors quelquefois, je voyais tous les fruits avaient un petit grignotage. Parce qu'en fait, il essayait. Il essayait tout, et puis jusqu'à ce qu'il trouve le fruit qui lui convenait. Ou le légume. Enfin, les légumes, c'est surtout concombres, tomates, dont il raffolait. Et je posais tout sur la table, les protéines, parce qu'il y avait, oui, les oléagineux, les avocats, la viande, le poisson, comme je les faisais sécher, donc ça sentait toujours un peu, donc il pouvait aller se servir dans le séchoir comme il voulait. D'ailleurs, il en mangeait très peu. Il mangeait surtout des arachides. Il adore les arachides crus, tout ça, bien sûr, cru. Il n'a jamais été carencé. Il n'a été élevé qu'avec le lait maternel, avec mon propre lait, jusqu'à... Oh, je l'ai allaité longtemps, jusqu'à 6 ans, 6-7 ans même. Mais bon, ça allait en diminuant, bien sûr. Parce que à 3 ans, j'avais essayé de le sevrer pour voir. Il se mettait à hurler, bon. Alors du coup, je me suis dit, je vais attendre qu'il s'arrête de lui-même. Et ça s'est arrêté à 4 ans. Il s'est quasiment arrêté en redemandant un petit peu jusqu'à 6-7 ans. Et puis après, ça a été fini. Et maintenant, il fait 1,93 m sans une goutte de lait de vache. Donc le calcium, il l'a trouvé dans les légumes. Dans les fruits. Comme il est très sociable, c'est ça l'inconvénient, c'est que et que son père ne mangeait pas vraiment cru. Donc vers 14-15 ans, il a voulu manger un petit peu comme son père. Et puis là, après, il a voulu aller à l'école parce qu'il il a demandé à aller à l'école à 14 ans pour voir des copains. Parce qu'à l'adolescence, il se sentait un peu seul. Alors je lui ai dit, bah écoute, moi j'avais un peu la mort dans l'âme, mais je lui ai dit, bah écoute, va à l'école, mais si tu vas à l'école, c'est pour t'amuser. C'est pour voir les copains, c'est pour... voilà. Donc on l'a mis au lycée le plus proche. Donc là, bon, il a commencé à vouloir manger, mais il a mangé cru jusqu'à 18 ans quand même. Mais figurez-vous que ses profs l'adoraient. Ça, je n'en revenais pas. J'ai dit, mais un jour, on est allé à un conseil de professeurs, et le professeur principal nous a dit, mais enfin, pourquoi l'avez-vous mis à l'école? Il sait tout, enfin, il sait beaucoup plus que les autres enfants. Il n'avait vraiment pas besoin d'aller à l'école. Alors, je lui ai dit, bah, c'est parce qu'il l'a demandé. Je lui ai dit, et puis en plus, quand il pose des questions, il n'hésite pas à nous poser des questions. Et il dialogue avec nous. Enfin, et en fait, je me suis aperçue, c'est parce qu'il n'avait pas développé la crainte de l'adulte chez nous. Donc il traitait les professeurs d'égal à égal.
mais avec respect. Je lui dis, bien sûr, les profs, tu leur demandes tout ce que tu veux, mais bien sûr, tu les respectes comme tu respectes quelqu'un que tu vois au bureau, n'importe où, et tu n'hésites pas à parler avec eux. Alors du coup, les profs l'adoraient. Il n'était pas comme les autres enfants, monsieur. Alors bien sûr, tous les ans, on avait un contrôle de l'inspecteur d'académie. Alors le premier contrôle, c'était très drôle. Il s'est caché dans sa chambre, il avait peur de l'inspecteur et tout ça. Alors je me suis dit, ça c'est ma faute. J'ai présenté l'inspecteur comme un grand méchant loup. Alors je lui ai dit, mais non, l'inspecteur est très gentil. Alors il a fini par sortir de sa chambre. Et en fait, l'inspecteur était très aimable et les inspections se passaient très bien. Il nous a dit, mais cet enfant sait beaucoup de choses. Tu sais ce que nous a dit l'inspecteur? L'inspecteur nous a dit, je ne sais pas si je dois le répéter à la caméra, cet enfant a de la chance de ne pas aller à l'école. Parce que l'inspecteur m'a dit, non mais les écoles sont pourries, on y apprend des choses comme... Bon, enfin bref. Donc les inspections se passaient très bien. Et l'inspecteur était satisfait, on a eu les félicitations de l'inspecteur. Alors, et quand lui, il était à l'école, là, il a découvert les notes, les contrôles, les punitions, tout ça. Alors, pour les contrôles et les notes, enfin pour rendre son devoir à l'heure, il a eu un peu de mal, parce qu'évidemment, chez nous, il n'y avait pas de discipline. Alors, donc, il a fallu qu'il se discipline un petit peu. Bon, il y est arrivé, bien sûr. Au début, il a eu du mal à se régulariser, à être comme ça, comme les autres, à rendre son devoir à l'heure. Mais sinon, il n'a pas eu de difficulté. Il s'amusait bien à l'école, il avait des copains. Il était heureux à l'école. Et alors, dans la vie quotidienne, j'imagine qu'il n'y avait pas de punition, pas de sanction chez toi. Ah, bah non. Et comment ça se passait si vous ne voulez pas se coucher, si vous ne voulez pas se laver les dents? Ah bah... Pas ranger, pas nettoyer. En fait, je ne l'obligeais jamais à quoi que ce soit. Simplement, je lui démontrais la nécessité de se laver. Je lui ai dit, mais tu vois, dans la nature, les animaux se lavent. Comme il adorait les chats, je lui ai dit, regarde un chat comme il se lèche, comme il se prend soin de sa toilette. Et puis on a regardé les cygnes au jardin public. Et regarde les cygnes, comme ils se nettoient. Tu as vu un peu le temps qu'il passe à sa toilette? Nous, c'est pareil, tu vois. Nous, il faut qu'on se lave, parce qu'après, on sent mauvais. Bon, enfin voilà. Et donc, je ne lui donnais jamais d'ordre. Je lui expliquais toujours soigneusement pourquoi c'était nécessaire de faire telle chose. Et comme il comprenait la nécessité de faire telle ou telle chose, de se laver les dents, ou toutes les obligations de la vie quotidienne, et finalement, il le faisait. Donc je n'avais pas besoin de lui dire lave-toi. Non, il le faisait naturellement. Mais c'est vraiment agréable d'élever un enfant comme ça. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de... Et en fait, on s'aperçoit, un être humain, un enfant, c'est un petit être humain qui est intelligent, qui a besoin d'explications. On ne doit pas lui donner un ordre, fais ci, fais ça. Il faut lui dire pourquoi on le fait. Et à ce moment-là, ça va tout seul. Alors, notre question, souvent les parents, tu vois, se sentent contraints de jouer avec leurs enfants, ça les ennuie, ils ont envie de faire autre chose. Comment toi tu faisais pour ça, pour pouvoir faire les activités qui t'intéressaient et avoir du temps pour lui, tu vois? En fait, moi, l'activité qui m'intéressait, c'était de m'occuper de lui. J'ai découvert que s'occuper d'un enfant de cette façon-là, c'était passionnant, c'était vraiment agréable, c'était pas du tout une corvée. Donc moi, je n'avais pas d'activité propre pour moi. Mon activité, c'était de m'occuper de mon enfant. Et donc, je ne me sentais pas frustrée tellement...
À ce moment-là, j'apprenais beaucoup de lui, je m'apercevais finalement, souvent, que c'est lui qui avait raison et moi tort. Et quand je me suis aperçue de ça, je me suis dit, quand même, on ferait mieux de les écouter un peu plus, les enfants. Et je me suis aperçue qu'en fait, j'avais un orgueil démesuré, que je pensais que moi, j'avais été élevée à avoir toujours raison, et que, en fait, le petit, celui qui est censé avoir tort, ben, souvent, c'est lui qui a raison. Et donc, il faut un peu avoir de la modestie et devenir, avoir de l'humilité devant celui qu'on croit, qui ne sait pas. En fait, il sait très bien, l'enfant sait très bien. Alors là, je parle un peu dans l'abstrait parce que je n'ai pas d'exemple qui me vient, ça me viendra peut-être tout à l'heure. Mais souvent, c'est lui qui avait raison et moi tort. Voilà. Et là, j'ai fait une découverte. Je me suis dit, bon, bah, à toi de réviser un peu ta façon de voir et de ne pas croire que la personne qui est censée moins savoir que toi, en fait, euh, en sait plus, peut en savoir plus. Donc finalement, quand je t'écoute, à 14 ans, il s'émancipe quasiment beaucoup plus tôt que beaucoup d'enfants, puisqu'il part à l'école et il a beaucoup moins besoin de toi. Ah ben, à 14 ans, oui, d'ailleurs, j'avoue que pour moi, c'était un peu dur, j'ai eu un peu de peine et je sentais qu'il se détachait de moi. Et je me suis dit, là, tu es en train de t'attacher, de te l'approprier. Donc il a fallu que je fasse moi-même un travail psychologique pour ne pas m'approprier mon enfant. Parce que comme je m'en étais beaucoup occupée, évidemment, sans le gâter. Parce qu'en fait, on pourrait croire il est enfant unique gâté, pas du tout. Il n'a rien d'un enfant unique gâté, comme on voit comme on en voit des enfants uniques qui sont un peu en porcelaine. Lui, non, non, il fait pas du tout enfant gâté, puisque je ne me suis pas occupée de lui de façon, comment dire, lourde. Je me suis simplement euh, contentée d'être disponible. Voilà, la disponibilité. Et c'est ça qu'il demandait, en fait. Donc, mais quand même, quand il est parti, ça m'a quand même un peu déchiré et j'ai dû faire un travail de prise de conscience qu'il fallait que je le laisse voler de ses propres ailes donc j'ai fait ce travail qui était assez dur pour moi, mais j'ai compris qu'il fallait que je le laisse partir. Donc il est parti peu à peu, très indépendant, autonome. Donc à 14 ans, il a fait 2 ou 3 ans de lycée, je crois. Après, il a eu son bac du premier coup. Et après, il a dû partir. Alors là, c'était une autre étape pour moi, parce qu'il a fallu qu'il soit pensionnaire. Nous habitons une petite ville de province, Le Puy-en-Velay, donc il n'y avait pas d'école ici, d'université. Donc il a dû partir à Lyon, pensionnaire à Lyon. Il a voulu faire une école d'ingénieur. Donc là, c'était un peu un déchirement pour moi, mais bon, je me suis dit tant mieux, s'il vole de ses propres ailes, je ne dois surtout pas le retenir. Et donc il est parti à 18 ans, non, à 18 ans, plutôt que ça. Enfin, tout de suite après son bac, il est parti et il a fait son école d'ingénieur. Et d'ailleurs, ça a été dur pour lui la première année. Il a eu du mal, ça je l'avoue, parce que il fallait quand même rendre les devoirs, il fallait. Mais alors, il a paniqué un petit peu la première année et on l'a quand même soutenu. On lui a dit mais non, tu vas y arriver. Et il est très bien arrivé finalement. Il n'a pas doublé une seule année et au bout de 5 ans, il est devenu ingénieur en informatique. Donc sans qu'on lui ait appris les maths du tout. Donc, à l'école, il avait de très bonnes notes en maths. Non, parce il avait appris tout seul en allant consulter les livres à la bibliothèque. Et voilà.
Alors j'ai l'impression que sa vie affective est plutôt normale. Alors maintenant il a 30 ans. Alors comme ingénieur, il est devenu ingénieur, je ne me rappelle plus vers quel âge, enfin à l'âge normal. Il a tout de suite voulu partir en Chine. Alors je me suis dit, mais enfin pourquoi est-ce qu'il veut partir à l'autre bout de la Terre? C'était aussi un peu dur pour moi. Et j'ai compris après que c'est parce qu'il voulait couper le cordon ombilical, qu'il avait besoin d'air. Donc il est parti en Chine, 2 ans aussi, il a tout de suite trouvé un travail d'ingénieur. En fait c'est là que j'ai réalisé qu'on était une société de technocrates, parce que les ingénieurs trouvent un travail tout de suite, ils sont très demandés. Moi qui suis plutôt une philosophe, une littéraire, j'avais beaucoup de mal à trouver un travail. Mais lui, il avait les demandes, en veux-tu, en voilà. Donc en Chine, il a tout de suite été pris comme ingénieur et il est resté 2 ou 3 ans, je crois, à Shanghai. Alors évidemment, on correspondait par Skype, donc j'avais quand même, mais ça me manquait, mais enfin bon, il volait de ses propres ailes. Et là, il avait une vie sociale, il connaissait plein de Chinois, enfin, j'ai l'impression qu'en Chine, il avait beaucoup d'amis. Et sa vie affective, bon, alors, il est toujours très discret sur sa vie amoureuse. Je n'ai jamais, si je lui posais une question, j'étais renvoyée. Il faut surtout pas que je lui pose de questions sur sa vie amoureuse. Mais j'ai eu l'impression que de temps en temps, ça lui échappait, qu'il avait des petites amies. J'ai l'impression que ça avait l'air normal de ce côté-là. Voilà. Puis au bout de 3 ans, après il est allé à Singapour aussi comme ingénieur. Donc Singapour lui a beaucoup plu. Parce que moi, je vais toujours vanter les pays tropicaux. Puisque pour remplacer les céréales en alimentation crue, on se nourrit beaucoup en fruits tropicaux qui sont très très sucrés. Beaucoup plus que nos fruits à nous. Donc il a voulu passer 1 an à Singapour et Singapour lui a énormément plu. Mais finalement, il est quand même rentré. Ensuite, il a trouvé un poste d'ingénieur à Barcelone. Barcelone, je n'ai pas très bien compris pourquoi, mais enfin, bon, il est resté 1 an à Barcelone. Et là, maintenant, il est à Lyon, toujours comme ingénieur. Et finalement, il se plaît beaucoup à Lyon. Il me dit, ah, c'est quand même plus commode de travailler en parlant français. Mais il connaît toujours beaucoup de Chinois à Lyon parce qu'il avait fait la filière asiatique. Ah oui, j'avais oublié de dire, dans son école d'ingénieur, il avait voulu faire la filière asiatique parce que son père, qui avait appris le japonais, avait commencé à lui apprendre le japonais quand il était petit. Donc ça lui a donné le goût de l'Asie. Et donc, comme ça, il a connu beaucoup de Chinois et de Japonais. Et donc, il a appris l'anglais, bien sûr, il parle couramment anglais, et le chinois. Enfin, couramment, le chinois, c'est plus difficile hein, quand même. Je vais revenir sur un point que les parents peuvent rencontrer, plier le linge, ranger la chambre avec les jouets. Comment ça se passait ce quotidien-là? Voilà une bonne question. Alors là, c'était oui, un petit peu difficile, parce que en fait, le père était un mauvais exemple. Le père est très désordre, son père est vraiment très très désordre. Alors je me suis dit, comment faire pour lui dire de ranger sa chambre, alors qu'il a un très mauvais exemple sous le nez avec son père. Et j'avais trouvé un truc finalement, parce qu'il ne rangeait pas sa chambre. Et je ne voulais pas lui dire, range ta chambre, et me fâcher. Alors je lui ai dit, ah bah écoute, on va aller ranger ta chambre ensemble. Et on le faisait ensemble. Et du moment qu'on le faisait ensemble, il le faisait volontiers. Et comme ça, en le faisant avec lui, je lui ai appris à ranger. Et à être propre et à faire la cuisine. Enfin, pas faire la cuisine, mais à laver la vaisselle. On faisait tout ensemble. Donc, il m'avait comme exemple de propreté et d'ordre,
si j'ose dire. Et donc, bon, l'exemple de son père lui a pas trop nui. Et ce truc de ranger et de laver avec lui, de faire ça avec lui, je me suis aperçue que c'était un très bon truc. Parce que si je lui... tout seul, il ne le faisait pas. Alors l'autre chose, c'est tu vois, les enfants, on imagine que si on les laisse libres sans contrainte, ils vont jamais se coucher tard le soir, ils vont vouloir veiller. Oui. Comment ça se passe? Remarqué quand j'étais chez mes amis, chez des amis qui avaient des enfants, qu'on couche les enfants plus tôt et que j'avais remarqué que c'était un déchirement pour les enfants parce que en général, quand on est le soir avec des amis, l'ambiance est bonne, la soirée est bonne, et hop, il faut que les enfants s'en aillent pour aller se coucher, se séparer de cette bonne ambiance qui règne. J'avais remarqué que pour les enfants, c'était un déchirement, en fait, et qu'il fallait que la mère tempête pour obliger les enfants à aller se coucher. Alors je me suis dit, bon, bah, moi, je ne ferai pas ça avec mon enfant. En fait, il se couchait en même temps que nous. C'est-à-dire, nous couchions vers 11 heures, au plus tard minuit. Et ben, il passait la soirée avec nous. Et ou s'il voulait se coucher avant, il se couchait avant. Mais en général, il tenait à passer la soirée avec nous. Je ne l'obligeais jamais à aller se coucher. Et donc, comme ça, il se levait quand il voulait. Il avait son content de sommeil, ses heures de sommeil, mais jamais je l'ai obligé à cette séparation de l'enfant qui quitte le salon, où tout le monde est réuni et qui doit se retirer dans sa chambre tout seul. Non. Ça, j'ai trouvé que c'était une erreur, vraiment une erreur psychologique de la part des parents. Comme il n'allait pas à l'école, évidemment, il pouvait se lever tard, mais il ne se levait pas très tard. Hein. Et ce n'était pas le réveil en fanfare à 6 heures du matin, comme les enfants qui se couchent à 8 heures. Alors pour les jeux vidéo, donc je ne voulais pas de la télévision chez moi. Parce que je me suis dit, si on a la télévision, je voyais les enfants de mes amis pétrifiés devant la phagocytés par la télé. J'ai dit non, moi je ne veux pas de la télé. Donc jusqu'à l'âge de 14 ans, je dis jusqu'à l'âge de 14 ans, on n'a pas eu de télé, ni de... Puis à son époque, les jeux vidéo, c'était pas encore très installé. Donc pas de jeux vidéo jusqu'à ce qu'il aille à l'école. Et puis quand il a eu 14 ans, évidemment, il y a eu le contact avec les autres. Et une vieille dame de nos amis a voulu se débarrasser d'une télévision couleur. Et elle nous a dit, écoutez, Samuel n'a pas de télévision, et ben, je l'offre à Samuel. Donc elle a offert une télévision à Samuel. Moi, je n'étais pas très contente. Mais je me suis dit, après tout, bon, il a 14 ans, maintenant il va comprendre. Et on a eu, donc à partir, mais il n'était pas du tout accro à la télé. Pas du tout. Ça m'a surprise. Il n'a pas du tout été ventousé par la télé, parce qu'il n'en avait pas pris l'habitude étant petit. C'était une bonne surprise pour moi. Donc on n'a pas eu à discipliner la télévision. Et puis peu à peu, oui, il s'est mis aux jeux vidéo, mais non, il était raisonnable du côté des jeux vidéo. Non, du côté de l'écran, il ne s'est pas laissé manger par l'écran, mais il s'est passionné quand même pour la mécanique de l'ordinateur. C'est comme ça qu'il est devenu ingénieur. Et avec des sous que lui avait donné sa grand-mère, je ne sais pas quoi, il s'est acheté un ordinateur d'occasion et il s'est mis à étudier toute la mécanique de l'ordinateur. Et pas l'écran. C'est pas l'écran qui l'intéressait, c'était comment marchait l'ordinateur. C'est l'esprit ingénieur, quoi. Et puis, il y a un de nos amis qui est venu faire un jeune homme de 25 ans, dont il s'était... Enfin,
qu'il aimait bien, donc qui était très féru d'ordinateur, qui est venu passer 3 mois ici. Il a appris à démonter, enfin, à bricoler un ordinateur avec ce jeune homme. Et donc il est devenu expert en ordinateur et c'est comme ça qu'après il a fait cette école pour parfaire. Et c'est comme ça qu'il est devenu ingénieur. Mais il ne s'est pas laissé phagocyter par l'écran. Autre question, souvent les parents veulent que leurs enfants fassent du sport, du judo, de la musique. J'aime beaucoup la musique et son père aussi, donc, mais on aime surtout bien sûr la musique classique. Et alors je l'ai inscrit assez tôt à l'éveil musical où il a appris la guitare. Il s'est entiché de guitare tout de suite, il a appris ses notes et il aimait beaucoup la musique. Donc on lui a offert une guitare. Mais malheureusement à l'école il a rencontré, bon il a fait diverses rencontres et il a rencontré un petit garçon qui aimait beaucoup le jazz, c'est la musique un peu criarde et tout. Alors il a commencé à vouloir avoir une guitare électrique. J'ai dit ah non, je ne t'offre pas de guitare électrique. Moi j'ai horreur de tout ce qui est électrique et eh bien il se l'est offert avec son argent de poche. Donc j'ai pas pu aller contre. Il s'est acheté une guitare électrique et il s'est mis et donc je l'ai laissé faire bien sûr, c'était son truc. Et à l'école d'ingénieur, il a monté un groupe de musique rock bien sûr. Moi j'étais un petit peu désolée que ce ne soit pas de la classique, mais bon, j'ai dit je ne peux pas l'empêcher. Donc il a monté son groupe de musique et il s'amusait beaucoup avec ça. Donc en musique, et tu m'as parlé du sport. Ouais. Alors le sport, on marchait beaucoup, on faisait des grandes balades, donc déjà les randonnées, la natation bien sûr, je lui ai appris à nager tout de suite, dès l'âge de 4-5 ans, je lui ai appris à nager, parce que pour moi c'était la seule sécurité possible, c'est qu'il sache nager. Donc on allait nager, on a un lac, un très beau lac ici dans la région, on allait nager au lac. Et aussi, je lui ai demandé quel sport il voulait faire. Je l'ai inscrit au judo, mais dès la première séance de judo, il a trouvé que c'était brutal, il n'a pas du tout aimé. Donc tout de suite, on a arrêté. Et il m'a demandé à faire de l'escrime. Et alors là, l'escrime pour lui, c'était le coup de foudre. Il a fait l'escrime jusqu'à l'âge de 20 ans. Là, maintenant, il a arrêté un peu, mais il a fait les compétitions d'escrime. Il est devenu champion d'Auvergne, parce que nous habitons la région d'Auvergne. Et il s'est beaucoup amusé avec l'escrime. Voilà. Ah, s'il avait voulu aller arrêter l'escrime, bien sûr, je l'aurais fait arrêter, mais bon. Donc il n'a pas du tout mordu au judo. Ah oui, j'avais essayé le foot aussi. Le football, bien que j'ai horreur du football, je me suis dit au moins le football c'est un sport de plein air. Il prendra l'air, c'est ça que j'aimais dans le foot. La première séance de foot, il m'a dit mais non, mais c'est impossible, c'est d'une brutalité, c'est complètement fou le foot. Il n'a pas du tout mordu au foot. Il avait quel âge? Il avait 14, j'ai inscrit très tôt au foot. Peut-être 13-14 ans. Et non. Il y a des gens qui inscrivent à 7 ans les enfants au foot. Oui, ou même à 7 ans, parce que moi j'aimais bien aussi jouer au ballon, donc on jouait au ballon, mais où j'ai dû l'inscrire plus tôt au foot, peut-être vers 10 ans, 10 mais il n'a pas du tout aimé. L'esprit, la façon de s'exprimer des footballeurs, il n'a pas du tout aimé. On lui avait fait une petite bibliothèque, plus basse que la nôtre, et il avait tous les livres pour enfants qu'il voulait. Et bon, il était orienté vers les livres sur la mécanique, alors comment ça marche, beaucoup de livres comme ça. C'est lui qui demandait. On allait à la librairie à la librairie et il choisissait les livres qu'il voulait. Alors l'inspecteur m'avait dit que justement c'était ça aussi qu'il venait inspecter. C'était
pour voir aussi si l'enfant pouvait disposer de livres et si on était ouvert aux connaissances. Et il a été rassuré quand il nous a vus, qu'il a vu tous les livres qu'il y avait ici. Donc, et puis je lui ai montré tous les livres que Samuel avait choisis. Donc, il était rassuré. Et sur toutes ces questions religieuses ou spirituelles, le sens de l'existence. Ah, voilà. Question religieuse. Oui, c'est une très bonne question, ça. Alors, moi, j'ai été élevée dans la religion catholique, ainsi que mon mari. Alors, j'ai complètement rejeté la religion catholique et toute religion. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de religion qu'on n'a pas une vie spirituelle et qu'on ne sent pas qu'il y a un créateur quelque part, enfin quelque chose de supérieur. Et je disais, je faisais comprendre, je lui dis, est-ce que tu regardes les étoiles? Enfin, je faisais comprendre à mon fils quand même que toutes ces étoiles, toute cette nature, ça avait bien été créé par on ne sait qui, par un mystère, qui avait un grand mystère. Donc on ne pouvait pas savoir, mais qu'il fallait le sentir et être conscient de ça. Mais bon, encore ça. Mais surtout, je ne voulais pas qu'il tombe dans une religion. Alors je lui ai acheté l'atlas des religions. On a un gros atlas, là, l'atlas des religions. Je lui ai dit, tu sais, moi j'ai été élevée dans la religion catholique. Alors toutes ces religions sont toutes assez stupides, aussi stupides les unes que les autres. Elles n'ont engendré que des guerres. Et ce qu'il faut sentir, c'est le côté spirituel de la nature. Tu le sens en regardant la nature. Et tu te fais ta petite idée toi-même. Mais lis quand même ce dictionnaire des religions, parce que dans la vie, tu rencontreras beaucoup de gens qui sont inféodés à une religion, qui sont tombés dans une religion, donc qui chercheront à te convertir. La principale, la religion catholique, et surtout ici, on habite dans le quartier musulman. La religion musulmane, tu trouveras toujours des gens qui chercheront à t'attirer dans leur religion, et après tu deviendras esclave d'une religion. Donc tu vois là dans tout ce dictionnaire qu'il y a plein de religions. Donc tu dis pourquoi croire plutôt à l'une qu'à l'autre. Et puis en fait tu t'aperçois finalement il n'y a pas du tout besoin de religion pour sentir qu'il y a quelque chose de divin dans la création, que tu es toi-même capable de le sentir. Tu n'as pas besoin d'un intermédiaire. Donc du coup, il n'est pas tombé dans une religion. Et pourtant, il en a rencontré il a rencontré à l'école, oui, des bouddhistes, des musulmans, et il ne s'est pas laissé embringuer. C'est surtout ça dont j'avais peur. Ce que je peux dire, que c'est vraiment une joie d'élever un enfant comme ça. On s'aperçoit qu'un enfant, élever un enfant, c'est pas du tout une corvée, et que de préférer un travail, bien sûr, alors on me disait, mais toi tu as les moyens parce que ton mari gagne assez, tu peux très bien ne pas travailler. Mais c'est faux. Je voyais, parce que j'habite le quartier musulman dans cette ville, toutes les musulmanes ici, bien qu'elles soient tombées dans la religion, mais ça c'est une autre question, elles ne travaillent pas. Et pourtant leurs maris sont ouvriers. Elles élèvent elles-mêmes leurs enfants. Donc ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'élever un enfant, c'est vraiment une tâche formidable, c'est une tâche noble aussi. Je veux dire, c'est bien plus gratifiant, ça apporte beaucoup plus et on a un échange avec l'enfant, on apprend de l'enfant. Alors que le travail dans un bureau, c'est très sec. Bon, bien sûr que si j'avais été fille-mère, j'aurais été obligée de gagner ma vie. Comment j'aurais fait bon, je ne sais pas, mais bon, justement, je me suis débrouillée pour ne pas être fille-mère parce que je savais qu'il fallait être deux pour élever un enfant. Ou alors j'aurais vécu dans une communauté. Parce que
justement, les tribus, les êtres humains, la vie naturelle, c'est plus une vie en communauté. Et comme ça, on peut aller à ses tâches quotidiennes. Il y aura toujours une mère ou un père dans une communauté libre pour s'occuper des enfants. Et les enfants sont entre eux. Notre genre de vie en petit couple dans un appartement, c'est très artificiel en fait. Donc il faut du coup on en vient à confier son enfant à l'extérieur parce qu'à la maison il n'y a personne, personne n'est disponible, il n'y a pas assez de monde pour s'occuper de l'enfant. Et en fait s'occuper d'un enfant c'est ce qu'il y a de plus, c'est très intéressant. L'être humain est intelligent, éveillé. Si on ne l'empêche pas, et on s'aperçoit qu'on empêche beaucoup les enfants. On les brime, on les empêche d'apprendre par eux-mêmes. Mais il faut de la disponibilité. Et ton mari lui avait pas envie que vous fassiez un mi-temps, par exemple? J'avais pensé faire un mi-temps, mais finalement, comme lui avait un travail il est passionné par son travail, donc finalement, on a laissé tomber. Oui, on y a pensé au mi-temps. Ça aurait été une bonne formule aussi, parce que quand le mari travaille, il aurait tendance à se couper un peu de l'enfant. Et c'est bien aussi que le père fasse sa part, mais la part du père vient plus tard. Elle vient jusqu'à 5, 6 ans, 7 ans, jusqu'à 7 ans, l'enfant c'est la mère. Et à partir de 7-8 ans, là le père est demandé par l'enfant. L'enfant commence à préférer son père, à se détacher de la mère. Et là, le père a son rôle à jouer. Il a un rôle important. C'est ce que j'ai observé avec mon fils. Et en fait, si le père est trop pris par son travail, évidemment, c'est pas. Il faut que le père se rende disponible à ce moment-là. Et là, bon, ça aurait peut-être été mieux que je commence à prendre un travail et que je laisse son père. Mais bon, après, on était pris dans l'engrenage professionnel, donc c'était un peu plus merveilleux de s'occuper d'un petit être humain. C'est vraiment une matière noble, si j'ose dire. Je ne regrette pas, ça a été vraiment la grande joie de ma vie. Parce que bien sûr, avant, j'ai travaillé 20 ans avant de m'occuper d'un enfant, dans un bureau. Mais pour moi, de m'occuper d'un petit être humain, c'était vraiment la découverte. C'est bien plus intéressant que le travail, que tout ce qu'on peut faire pour gagner de l'argent. Bien sûr, il faut gagner de l'argent, mais je ne crache pas dans la soupe, bien sûr. Qu'est-ce que tu dis aux femmes qui, par exemple, adorent leur activité, elles ont une passion, tu vois, et du coup, elles ne sont pas disponibles? Moi, je pense qu'elles sont dans l'erreur totale. Alors évidemment, je vais me faire vilipender par les féministes, parce que je suis féministe à 100% malgré tout. Mais je suis pour que la mère s'occupe de son enfant. C'est très important. La mère qui s'en va, qui consacre son énergie à un travail extérieur à l'enfant, c'est une erreur totale. Et d'ailleurs, elle se nuit à elle-même. Parce que c'était même pas bon pour la santé de la mère de se couper de son enfant comme ça. Donc tu ne penses pas qu'on pourrait confier l'enfant à des gens qui ont du temps et de la disponibilité et que ça compenserait la coupure ou le manque? Non, moi je pense que c'est à la mère de s'occuper de l'enfant. L'enfant petit, enfin jusqu'à 7 ans, a énormément besoin de sa mère. Alors, l'idéal, c'est d'avoir plusieurs mamans. Un jour, mon fils me dit « Ah, mais moi, je voudrais avoir plusieurs mamans, plusieurs papas. » Donc, c'est là aussi que je me suis aperçue qu'il fallait vivre en communauté. Parce que, bien sûr, l'enfant a énormément besoin de sa mère,
Mais bien sûr, s'il y a d'autres femmes, d'autres hommes pour lui répondre, pour s'occuper de lui, c'est bien aussi. Mais c'est la mère en premier. Enfin, au début de sa vie, en tout cas. Et bon, quand on voit les singes, par exemple, le petit est collé à sa mère, mais jusqu'à 5-6 ans, on le voit bien dans la vie naturelle. Et alors les femmes qui consacrent leur vie à leur carrière, pour moi, elles sont dans l'erreur totale. De confier leur enfant à quelqu'un d'autre. Après, elles le regrettent. Moi, j'ai vu ma sœur qui avait confié son enfant à quelqu'un d'autre. Maintenant, elle le regrette. Sa fille n'a pas bon caractère, enfin, n'est pas facile, elle a du mal à s'entendre avec sa fille. J'ai envie de lui dire, mais écoute aussi, pourquoi l'avoir confiée à quelqu'un d'autre quand elle était petite? Moi, j'ai un exemple vraiment proche de moi. Et moi-même, j'ai été confiée à quelqu'un d'autre quand j'étais petite, mais j'ai toujours énormément souffert de ne pas avoir de mère. Ma mère ne s'est jamais occupée de moi. Donc, bien sûr, j'ai reporté sur une autre femme que j'adorais. Mais ça me faisait mal à la bouche de dire maman à une mère, à une femme qui ne s'était jamais occupée de moi. J'avais envie non, pour moi, ça m'a beaucoup manqué. Donc, c'est là aussi j'ai réalisé que la mère, c'était quelqu'un d'important. Mais pourquoi les femmes veulent faire carrière ailleurs? Parce que le métier de mère n'est pas valorisé. Si le métier de mère était mis à sa juste place, on n'aurait pas envie de devenir directrice, PDG, de je ne sais pas quoi. Le métier de mère doit être valorisé. Alors moi, je suis tout à fait pour l'égalité femmes-hommes, mais pour le respect des différences. Et une femme et mère doit être mère et se doit être valorisée. Autant qu'un directeur de banque ou un PDG. Même plus, j'allais dire. Parce qu'après, c'est elles qui fabriquent, qui éduquent les petits êtres humains. Et si plus tard ils sont équilibrés et bien éduqués, c'est autant de facilité et de guerre en moins plus tard peut-être. Donc c'est très important l'éducation, le rôle de la mère. Et pourquoi est-ce dévalorisé comme ça? Et c'est ça qui pousse les femmes à vouloir faire autre chose pour se valoriser en fait. En tout cas, moi, mes copines me dévalorisaient à qui mieux mieux parce que je restais au foyer, que je m'occupais de mon enfant. Donc j'en ai un petit peu souffert, mais je savais qu'elles étaient dans l'erreur totale. Mais elles ne se gênaient pas pour me dévaloriser parce que je restais à la maison à m'occuper de mon enfant. Et je me suis dit, mais elle ne se rend pas compte, c'est le monde à l'envers. Et elle me dit, moi je gagne ma vie, je suis indépendante. Mais elles confiaient leur enfant à des nounous. Et alors je lui disais, écoute, on verra plus tard ce que donne ton enfant. Et même quelqu'un de plus méchant, c'était un avocat qui m'a dit ça. Ah, mais ton fils sera le valet de chambre du mien, de mon enfant. Maintenant, arrivé à l'âge adulte, c'est tout le contraire. Son fils est devenu, pas grand-chose. Et le mien se débrouille très bien dans la vie. J'ai l'impression que son fils, non, il n'est pas vraiment bien dans sa peau et puis il n'a pas fait une carrière non plus. Enfin, il n'est pas. Mon fils, c'est loin d'être le valet de chambre du sien, comme il me l'avait dit. J'ai eu beaucoup de critiques. Il a fallu que je tienne. Bon, il faut quand même une certaine force de caractère. Hein, Et maintenant, je m'aperçois que c'est beaucoup plus dans les mœurs. Il y a beaucoup plus de femmes qui ne mettent pas leurs enfants à l'école, qui s'en occupent elles-mêmes. J'en vois plus maintenant. C'est moins critiqué en tout cas.
l'être humain naît éveillé. Parce qu'on on pouvait me dire, ah mais ton fils, il est intelligent, bien sûr. Je dis, non, il n'est pas plus intelligent qu'un autre, c'est l'être humain est éveillé, il est intelligent, il ne cherche qu'à apprendre, l'être humain. Simplement, il ne faut pas l'empêcher. Et lui asséner des choses, des enseignements dont il n'a pas besoin, qu'il n'a pas demandé. Mais si tu voyais mon fils maintenant, il est bien dans sa peau, il est toujours de bonne humeur, et beaucoup plus que moi. Moi, ayant été coupée de ma mère, et bon, j'ai un côté ours, et je le vois bien. Mais lui, il est sociable beaucoup. Je lui dis, mais quelquefois je suis surprise. Je lui dis, mais tu es beaucoup plus sociable que moi. Et après, je me dis, bon, bah, c'est quand même peut-être grâce à l'éducation qu'il a eue. Et j'en suis fière, en fait. Maintenant, il est bien dans sa peau. Et comment tu avais fait si tu avais eu 2 enfants, pareil, tu aurais... Ah, mais j'aurais fait pareil. Mais je ne voulais pas. J'aurais pu avoir. En fait, je m'y suis prise très tard. J'ai eu mon fils à 38 ans. Donc, mais j'avais appris aussi qu'un enfant a besoin de sa mère pour lui tout seul, au moins les 5 premières années de sa vie. Donc, c'est une erreur d'avoir un enfant tous les ans. D'ailleurs, la femme n'est pas faite pour avoir un enfant tous les ans. C'est quand même une erreur. Il faut attendre au moins 4 ou 5 ans avant d'avoir un autre enfant. Il faut que l'enfant fasse le plein d'amour maternel pour lui tout seul. Et comme ça, plus tard, après, il n'est pas là à quémander, ou il n'a pas d'histoire amoureuse malheureuse, parce qu'il a eu son plein. Donc après, à 44 ans, évidemment, j'aurais pu... Bon, mais j'ai eu peur, je me suis dit, à 44 ans, non, je ne vais peut-être pas avoir un autre enfant. J'ai eu peur qu'il ne soit pas très... Voilà, mais si j'avais eu un deuxième enfant, je l'aurais élevé pareil. Oui, donc quand mon fils a eu 7 mois, mon congé parental s'est terminé, donc j'ai dû retourner à mon bureau, au travail. Et à chaque fois, c'était un déchirement quand je partais au travail. Évidemment, je lui avais trouvé une nounou qui était très bien, mais c'était les hurlements, c'était moi. Comme je l'allaitais, donc je souffrais aussi parce que j'avais une grosse poitrine pleine de lait qui n'était pas utilisée pendant la journée. Et puis le soir, je retrouvais mon enfant hurlant parce que la nounou avait d'autres bébés, bon, ils se griffaient les uns les autres, enfin. Et là, j'ai senti, c'était même pas intellectuel, c'était quelque chose de sauvage qui montait en moi. J'ai senti que c'était vraiment pas naturel qu'une mère se sépare de son enfant comme ça. Et quand je vois dans les guerres qu'on arrache l'enfant à sa mère, ça me fait mal. Mais je me suis dit, mais là, c'est comme si on m'arrachait l'enfant. Et l'enfant me le fait savoir en hurlant. Alors, évidemment, les autres mères me disent, oh, mais il s'habitue. Bien sûr qu'on s'habitue à tout. Mais moi, j'ai senti que c'était une profonde erreur que la mère confie son enfant à quelqu'un d'autre, se sépare de l'enfant petit pour aller travailler. Qu'il ne fallait surtout pas que la mère se sépare de l'enfant. L'un et l'autre, l'un avait besoin de l'autre mutuellement. Et à partir du moment, du coup, j'ai pris la résolution d'arrêter de travailler. Et après, ça a été comme sur des roulettes. Je ne l'ai jamais regretté. Et pour moi, ça a été merveilleux. C'est la plus belle période de ma vie. Et là-bas, au travail, j'avais été un peu préparée d'ailleurs à ça par une femme qui était cadre supérieur dans l'endroit où je travaillais, qui avait une très très bonne situation, expert comptable, enfin bref. Et elle, sur le tard, elle a eu des jumeaux. Et alors je lui avais demandé, alors comment tes jumeaux? Elle me dit, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux d'avoir des enfants, de s'occuper des enfants.
Alors je lui dis, pourtant tu as une bonne situation. Elle me dit, mais c'est bien supérieur. Pour moi, mon travail maintenant, c'est totalement inintéressant. Avoir des enfants et s'en occuper, c'est une tâche bien supérieure à toute la haute fonction que je peux avoir dans mon bureau. Alors ça m'avait appris quelque chose, parce que moi, évidemment, j'étais très... avant d'avoir un enfant, j'étais pour arriver dans mon travail. J'étais arriviste, en fait. Je voulais avoir une bonne situation, monter les échelons. Et alors cette femme m'a un peu mis une graine dans la tête, et ça m'a surprise quand elle m'a dit, mais pour moi, c'était une révélation d'avoir ces petits jumeaux. C'était un émerveillement. Et vraiment, mon travail à côté, c'était m'arriver à la cheville. Être l'égal des hommes, c'est bien, mais respecter les différences et valoriser les fonctions féminines. Mais moi, j'étais féministe pure et dure. J'étais horrible parce que, bien sûr, dans ma famille, on préférait les garçons. Et mon père nous a toujours méprisés parce que nous étions des filles et il n'a eu qu'un seul garçon. Et apporte une chaise pour ton frère, fais ci et ça pour ton frère. Le frère était élevé au nu et les filles étaient des moins que rien. Donc j'ai toujours été une féministe pure et dure, et pour moi, élever les enfants, c'était vraiment méprisable. Et finalement, j'ai bien retourné ma veste. J'ai dû retourner ma veste et reconnaître que c'était une tâche complètement dévalorisée, parce qu'en fait, dans le fond, les hommes devaient en être jaloux. Jaloux de la noblesse de cette tâche.